Bienvenue dans Secrètes de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Bienvenue, aujourd'hui on s'attaque à un sujet un peu délicat, que beaucoup redoutent un peu. Parler de salaire. Ah oui, le fameux exercice d'équilibriste. C'est souvent un moment de stress. Exactement, mais c'est aussi un levier tellement puissant pour sa carrière. Alors, pour nous guider, on a décortiqué un article qui propose une approche très stratégique. L'idée, c'est de suivre tout le parcours, de la préparation en solo devant son ordi, jusqu'au moment décisif face à son manager. Voilà, où chaque mot et même chaque silence peut tout changer. C'est une compétence qui devient de plus en plus cruciale en fait. On entre dans une ère de plus grande transparence salariale. Du coup, savoir défendre sa valeur, ce n'est plus une option, ça devient central. D'accord. Alors, plongeons dans la première étape, celle qu'on ne voit pas, la préparation. L'article dit que c'est quoi 90% du travail. C'est tout à fait ça. Improviser dans ce domaine, c'est la recette pour un échec. C'est garanti. Ok. La première brique, le plus fondamental, c'est d'arriver à évaluer sa propre valeur sur le marché. Et j'insiste sur le mot « objectivement ». Objectivement, c'est-à-dire, il faut mettre son ego de côté. Exactement. Il faut mettre de côté le « je sens que je mérite plus » pour se baser sur des données, des faits, du concret. Et comment on fait ça concrètement? On tape son poste sur Google et... Non, ce serait trop simple. L'article propose une sorte de triangulation. D'abord, on consulte les études des cabinets de recrutement. Elles sont souvent très précises. Ensuite, on va sur des plateformes comme Glassdoor, Indeed, pour avoir le retour du terrain. Vous voyez ? Oui, ce que les gens déclarent vraiment. Voilà. Et surtout, point très important, on ajuste à sa zone géographique. Un salaire à Paris n'a rien à voir avec un salaire en région. D'accord, ça c'est pour le marché, l'externe. Mais comment on évalue sa propre valeur dans l'entreprise? C'est souvent plus flou, ça. Vous mettez le doigt sur le point essentiel. C'est là qu'il faut faire son propre audit. L'article conseille de lister ses compétences, surtout les plus rares, mais le plus important, c'est de quantifier ses réussites. Ah, de mettre des chiffres dessus. C'est ça, il y a une différence énorme entre dire « j'ai bien géré le projet » et dire « sur ce projet, j'ai réduit les délais de 15%, ce qui a fait économiser 20 000 euros ». Le premier, c'est une opinion. Le second, c'est un fait. C'est un fait indiscutable. Il faut apprendre à parler le langage de l'entreprise. L'impact, le résultat. Réaliste et le plancher. Oui, et c'est une préparation psychologique qui est super importante. Ça donne une flexibilité mentale pendant la discussion. L'idéal, c'est l'ambition. Le réaliste, c'est la cible concrète. Et le plancher, c'est le filet de sécurité. Exactement. C'est le chiffre qui vous permet de dire non sans hésiter, parce que vous l'avez décidé à froid, loin de la pression du moment. L'article parle aussi des avantages non salariaux. On a tendance à les oublier, ceux-là. Et c'est une erreur stratégique. Pensez aux primes, au télétravail, aux formations. Ça vous donne des cartes en plus dans votre jeu, si la discussion sur le salaire bloque. On peut pivoter. La situation. D'accord. Préparation béton, dossier solide. On arrive au moment M. En entretien d'embauche, la règle d'or de l'article, c'est ne jamais aborder le sujet en premier. Vraiment, jamais. Pour, on va dire, 90% des cas, oui, c'est une règle absolue. Pourquoi? Parce que si on en parle trop tôt, ça donne l'impression que seul l'argent nous motive. Il faut d'abord séduire, prouver sa valeur, créer le désir chez le recruteur. Et c'est seulement quand il est convaincu qu'on peut parler chiffres. C'est ça. Le cas du profil expert très rare, qui valide le budget en amont, c'est une exception. Et quand le recruteur pose la fameuse question sur les prétentions salariales, l'article dit de ne pas donner un chiffre, mais de retourner la question. Oui, c'est une technique pour gagner de l'information. On peut demander « Pourriez-vous m'indiquer la fourchette budgétaire prévue pour ce poste ?» Mais s'il insiste, et si on donne une fourchette, disons 50 à 55, est-ce qu'on ne va pas toujours avoir une offre à 50? C'est le risque, oui. C'est pour ça qu'il faut bien la présenter. On ne dit pas « je veux entre 50 et 55 ». On dit plutôt « compte tenu de mes recherches et des responsabilités, une rémunération entre 50 et 55K me semble cohérente ». Ah oui! Et on ajoute « idéalement, je vise la partie haute en fonction des avantages ». On donne une fourchette, mais on ancre la discussion vers le haut. Très subtil. Et pour quelqu'un qui est déjà en poste, la dynamique est complètement différente. L'entretien annuel, c'est le moment clé. Oui, là il ne s'agit plus de séduire, mais de démontrer une progression.
La demande doit être l'aboutissement logique d'une année de succès. Exactement. Il faut arriver avec son bilan. Cette année, j'ai fait ça, ça, et ça a eu tel impact. La demande d'augmentation devient alors une conclusion logique. On a beaucoup parlé de logique, de chiffres, mais j'ai l'impression que tout ça peut s'effondrer si on n'y croit pas soi-même. Le non-verbal, le langage corporel. Ah mais complètement. C'est un point souvent oublié mais qui fait toute la différence. Le corps doit envoyer le même message que les mots. Une posture droite, pas rigide, mais confiante. Le contact visuel. Oui, stable. Et à l'inverse, il faut éviter les petits gestes parasites. Le stylo qui clique, se toucher le visage. Ça trahit le stress. Ça mine la crédibilité de n'importe quel argument. Le silence aussi, d'ailleurs, est un outil puissant. Après avoir fait sa demande, il faut savoir se taire. Et sur les mots, l'article donne un exemple qui m'a marqué. Ne pas dire « je ne gagne pas assez », mais « je souhaiterais que ma rémunération reflète mieux ma contribution ». C'est toute la différence. La première phrase, c'est une plainte. Ça met l'autre sur la défensive. La seconde, c'est un argument professionnel, centré sur la valeur. Ça ouvre la discussion. Dans la même veine, l'article déconseille de se comparer aux collègues. Le fameux « mais je sais que un tel gagne plus ». Pourquoi c'est une mauvaise idée? Parce que ça déplace le débat. On ne parle plus de votre valeur, mais d'une injustice. Ça met le manager dans une situation impossible. La discussion doit rester entre vous et l'entreprise, basée sur vos résultats, pas sur les autres. D'accord. Parlons des pièges maintenant, les erreurs qui peuvent tout faire capoter. La plus courante selon l'article, c'est d'accepter la première offre, tout de suite. Sur le coup de l'émotion? Oui. Dans le soulagement, on dit oui. C'est presque toujours une erreur. Il faut toujours demander au moins 24 heures de réflexion. D'accord. Autre erreur. L'émotion, j'imagine. La colère, la frustration. C'est la pire des choses. Si on sent que ça devient tendu, que l'offre est trop basse, le meilleur réflexe, c'est de temporiser, demander un temps de réflexion. Ça peut tout sauver. Et le manque d'honnêteté. Mentir sur son ancien salaire, par exemple. C'est un pari hyper risqué. Si c'est découvert, et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, la confiance est rompue. Et là, c'est irrécupérable. L'article liste aussi des arguments à ne jamais, jamais utiliser, comme parler de ses problèmes d'argent personnel. C'est un interdit absolu. Le salaire, il récompense une contribution professionnelle, pas une situation personnelle. Donc on n'évoque pas son crédit immobilier. C'est jamais. C'est non professionnel et en plus c'est inefficace. Pareil pour l'ancienneté. L'ancienneté seule n'est pas un argument. Il faut la lier à une montée en compétences. Voilà, à des résultats. Sinon, ça n'a pas de poids. Bon, imaginons le pire scénario. Malgré toute cette préparation, la réponse est non. C'est un coup dur. Comment on réagit? La première chose, c'est de ne pas le prendre personnellement. Un refus, c'est rarement contre la personne. C'est souvent lié à un budget, une grille. Des contraintes qu'on ne maîtrise pas. Exactement. Et l'article conseille d'adopter une posture de curiosité constructive. C'est-à-dire? Transformer ce non en une source d'information. On peut demander « Je comprends. Pourriez-vous m'éclairer sur les raisons? Est-ce lié au budget, à ma performance ?» Pour ouvrir vers le futur? Et encore plus fort, quels objectifs spécifiques je devrais atteindre dans les 6 prochains mois pour qu'on puisse réévaluer cette demande? Ah oui, ça c'est très puissant. Ça montre qu'on reste engagé et proactif. C'est ça. On entend le refus, mais on regarde déjà vers la suite. Et si l'augmentation d'argent est vraiment impossible? C'est là qu'on sort les alternatives préparées en amont. Exactement. C'est le moment de pivoter. Puisque le salaire n'est pas une option, pourrions-nous discuter d'autre chose? Plus de télétravail? Une formation? D'accord. Et si ça marche, la négociation est un succès, on serre la main et c'est bon. Surtout pas. Dernière étape, administrative mais cruciale. On formalise par écrit. Un simple email juste après qui récapitule l'accord. Suite à notre discussion, je confirme notre accord sur tel salaire, tels avantages. Pour éviter les malentendus. C'est une sécurité pour tout le monde. Et enfin, peu importe comment ça se termine, l'article insiste sur l'importance de bien atterrir. C'est essentiel, oui. Que ce soit un succès, un compromis ou un refus, on finit sur une note positive. On remercie son interlocuteur pour son temps, on réaffirme son engagement, la relation professionnelle est plus importante que de gagner à tout prix. En résumé, ce qui ressort, c'est que parler salaire, c'est bien moins une confrontation qu'une conversation stratégique, en fait. C'est exactement ça. Une conversation qui se prépare, qui se pilote avec sang-froid et qui se conclut avec professionnalisme.
chaque étape compte. Tout à fait. C'est un exercice légitime, sain, il faut juste l'aborder avec intelligence, avec des faits et du respect. Et d'ailleurs, ça m'amène à une réflexion. Oui, hein. Tout ce dont on a parlé, ça s'applique à la négociation dans une entreprise avec une hiérarchie, des règles. Mais je me demande comment ces principes s'appliqueraient pour un freelance, par exemple, qui négocie ses tarifs avec un client. Ah, c'est une excellente question. La dynamique de pouvoir n'a rien à voir. La relation est commerciale, pas salariale. C'est peut-être un tout autre art, avec des règles du jeu radicalement différentes, non? Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.